24 avril 1945, 11h20, Schwarzheide, Allemagne. La terre gorgée d'eau du printemps rhénan claque sous les semelles usées des brodequins du lieutenant Elias Kane, commandant du 2e peloton de la 3e compagnie, 334e régiment d'infanterie, 84e division d'infanterie américaine, un poids mortel qui aspire chaque pas comme une main invisible tirant vers les abysses d'une forêt de pins noircie par les obus, l'air saturé d'une humidité poisseuse qui porte l'odeur âcre du cordite fraîchement brûlé, mêlé à celle, plus lourde, du fuel synthétique qui suinte des barils éventrés le long de la route défoncée menant au dépôt principal, un complexe labyrinthique de cuves titanesques camouflées sous des filets de branchages désormais pendants comme des tripes arrachées, et Kane sent déjà dans sa poitrine le serrement de l'angoisse, ce nœud gordien de peur viscérale qui fait trembler ses doigts engourdis autour de la crosse glacée de son M1 Garand chargé à bloc de 8 balles, 30 et 06, dont chacune semble peser une tonne dans le chargeur. Tandis que le sergent-chef Ramirez, son ombre fidèle à 10 pas sur la droite, crache un juron étouffé en essuyant la boue de son Thompson SMG. Ses yeux plissés, scrutant les silhouettes floues des arbres où pourraient se tapir les derniers lancers allemands, désespérés, affamés, mais encore armés de leur MG42 qui crachent la mort à 1200 coups par minute comme des faucheuses infernales. Vous sentez le sol vibrer avant même d'entendre le ronflement lointain d'un moteur diesel, un Panzer IV agonisant quelque part derrière les collines, son blindage criblé mais toujours menaçant, et Kane lève la main gantée, paume noircie de graisse et de terre, pour figer ses 22 hommes dans cette immobilité lourde, chaque respiration haletante formant des nuages blancs qui se dissolvent dans le vent froid du nord-est, portant avec lui les échos d'artillerie sporadiques qui font trembler les feuilles naissantes des bouleaux, un bourdonnement dans les oreilles, comme si le monde entier conspirait à broyer vos côtes sous la pression invisible de l'attente. Le dépôt se profile à 500 mètres, une forteresse de métal rouillé et de tuyaux serpents géants, gardée par une poignée de SS fanatisés et de Volkssturm âgés, leurs silhouettes voûtées, visibles à travers la brume, et Kane sait, au plus profond de ses entrailles nouées par 20 mois de combats ininterrompus depuis la Normandie, que ces cuves contiennent les dernières réserves de carburant synthétique du Reich, des millions de litres produits à partir du charbon dans les usines de la Ruhr maintenant tombées, un trésor qui pourrait encore alimenter une contre-attaque fantôme si les Fritz le défendaient jusqu'au bout. Mais ses ordres sont clairs, prendre le dépôt intact, sous peine de tout faire sauter, et cette décision pèse sur ses épaules comme un sac de sable de 100 kilos. Car avancer signifie exposer ces hommes à un feu croisé depuis les miradors délabrés, où des ombres chargent des Moser Kar-98K avec des gestes lents, mécaniques, imprégnés de la résignation d'hommes qui savent que Berlin brûle déjà. Chaque pas vers l'avant est une éternité étirée. Le brodequin droit de Kane s'enfonçant dans la vase, avec un chuintement humide qui résonne comme un avertissement divin. La boue froide remontant le long de son pantalon de treillis kaki, collant à sa peau comme une seconde chair putride, et il imagine déjà le déchirement de la chair si une grenade à main Mills explose à ses pieds, ces éclats d'acier brûlant qui transpercent les cuisses et les boyaux dans un jaillissement de sang chaud et de merde, tandis que Ramirez murmure à voix basse « Lieutenant, ces salauds nous attendent, je les sens dans mes os. » Sa voix rauque éraillée par des nuits sans sommeil, des cigarettes roulées à la va-vite avec du tabac moisi, et Kane hoche la tête imperceptiblement, son casque M1 trop serré sur ses tempes moites, malgré le froid, le poids de la plaque d'acier pressant comme une couronne de torne, et il fait signe à ses hommes de se déployer en tirailleurs, 10 à gauche vers le fossé drainage rempli d'eau noire, 12 à droite le long d'un talus hérissé de barbelés rouillés qui lacèrent les manches comme des griffes de chat sauvage. Le caporal Jenkins, un gamin du Missouri aux joues creusées par la dysenterie, trébuche sur une racine exposée,
son M1 claquant contre une pierre, avec un bruit sec qui fait sursauter le peloton entier. Et dans cet instant suspendu, le monde s'arrête. Le cœur de Kane battant à coups de marteau-piqueur dans sa cage thoracique, ses poumons se contractant autour d'une bouffée d'air vicié, chargée de l'odeur métallique du sang frais d'un camarade tué la veille, et puis le premier coup de feu retentit depuis un Mirador, un crépitement sec d'un MP40, braqué par un jeune Hitler-Jugend aux yeux fous, la balle sifflant à un cheveu du casque de Ramirez qui plonge au sol en roulant, la terre explosant en geysers minuscules autour de lui. Et Kane hurle « Feu! Couvrez-moi » sa voix se brisant dans le chaos naissant, tandis que ses hommes ripostent dans une cacophonie de M1 Garand, tonnant comme des mules qui runent, les obus de 7, 62 millétrés, filant en arc mortel, percutant le bois du Mirador qui éclate en échardes volantes comme des éclats d'os brisés. Le combat s'embrase en une symphonie infernale de métal en fusion et de chair déchirée, l'air se remplissant instantanément de la puanteur suffocante du cordite qui brûle les sinus comme de l'acide, chaque bouffée inhalée arrachant des larmes involontaires aux yeux de Kane qui recharge son garand d'un geste fluide mais lourd, les cartouches glissant de doigts gourds, le chargeur claquant en place, avec un bruit qui se perd dans le vrombissement strident d'une MG42 qui vomit depuis une casemate bétonnée à 30 mètres. Ses 7 92 mm, Mauser, labourant le talus, où Jenkins hurle, touché à l'épaule. Le sang jaillissant en pulsations écarlates qui trempe sa chemise olive drabe, transformant le tissu en une bouillie poisseuse qui colle à sa plaie béante comme une soupe de viscères. Et vous sentez la chaleur résiduelle des douilles éjectées rouler sous vos bottes, brûlantes à travers la semelle, tandis que Ramirez lance une grenade fragmentation M1, l'engin décrit une parabole paresseuse dans l'air enfumé avant d'exploser en un soleil miniature, le souffle écrasant qui fait ployer les arbres et projette des corps allemands en ragdoll désarticulés. Leurs cris gutturaux avalés par le fracas, des membres sectionnés atterrissant dans la boue avec des bruits mous, indescriptibles. Kane avance courbé, son corps de 32 ans rompu par l'Ardenne et la Hurtgen Forest, se mouvant avec la lourdeur d'un automate rouillé, chaque foulée pompant l'acide lactique dans ses cuisses qui hurlent de fatigue. La peur rampant dans son ventre comme un ver froid, la certitude viscérale qu'une balle l'attend au tournant, perforant son foie ou son poumon dans un éclatement humide qui noie les poumons de sang mousseux, mais il pousse, inexorable, car il sait que ce dépôt, 100 000 barils de J1 synthétique, assez pour faire rouler les Panzers du modèle jusqu'à l'Elbe. Et la clé, la prise qui révélera au haut commandement Yankee l'agonie totale du Reich, privé de carburant depuis les bombardements sur Leona et Pölitz, ces Tiger Königstiger immobilisés comme des carcasses vides sur les routes de l'Est. Le Private Murphy, un Irlandais taciturne, mitraille au Thompson depuis le fossé, son chargeur de 45 ACP crachant 20 rounds en rafale contrôlée qui fauchent 2 Fritz sortis d'une tranchée. Leurs uniformes Feldgros déchirés vomissant des boyaux fumants sur la terre labourée. Et Kane atteint le premier baril, un monstre de 2 mètres de haut rouillé par l'humidité. Il colle son oreille contre le métal froid qui vibre encore du lointain des explosions. Entendant le glou-glou hypnotique du carburant à l'intérieur, une promesse de victoire amère, mais un obus de canon de 20 mm. Pac hurle depuis un bunker latéral, explosant à 10 mètres et projetant Ramirez au sol, son corps secoué de convulsions, la jambe droite pulvérisée en une masse de tibia fracassée et de chair pendante, le sang giclant en fontaine qui arrose les bottes de Kane d'une chaleur inattendue, presque bienvenue dans ce froid mordant. Les secondes s'étirent en minutes infinies, tandis que Kane traîne Ramirez vers un creux, les balles sifflant comme des guêpes enragées autour d'eux, percutant les barils avec des ricochets stridents qui font jaillir des étincelles bleues sur le métal, et il hurle dans le talkie-walkie SCR 536 «
Charlie Red, ici Able to, sous feu nourri au dépôt principal. Demandez appui Arty, coordonnées 52 15 08 Nord, 13 42 22 Est, Ramirez Cailla, probable. Sa voix brisée par les larmes de rage et de terreur qui coulent sur ses joues sales, le plastique du combiné glissant dans sa paix ensanglantée. Et derrière lui, le peloton fond comme neige au soleil. Jenkins rampant un bras en écharpe improvisée avec sa propre ceinture. Murphy vidant chargeur sur chargeur jusqu'à ce que son Thompson cliquait à vide, ses yeux vitreux injectés de sang reflétant les flammes naissantes d'un camion-citerne touché qui vomit un geyser de fuel en feu, une muraille orange léchant les pins et emplissant l'air d'une fumée noire âcre qui colle à la gorge comme du goudron liquide, brûlant les poumons à chaque inspiration forcée. Kane prend la décision fatidique dans cet enfer sensoriel, ignorant les ordres de retrait crachés par le capitaine au PC régimentaire. « Kane, repliez-vous! Attendez les tanks !» Mais il sait que les Shermans M4A3 du 761 Tank Battalion sont à des kilomètres, enlisés dans la vase de l'Elster, et il bondit vers la casemate Pack, son garant à la hanche crachant ses dernières balles en semi-auto, abattant le servant gunner d'une ogive explosive qui lui emporte la moitié du crâne dans un brouillard rose et gris, les morceaux de cervelle atterrissant sur le canon encore chaud qui fume comme un dragon vaincu, et il saute à l'intérieur, poignard commando M3 en main, la lame de 7 pouces plongeant dans la poitrine d'un second artilleur qui gargouille sa vie en allemand, du sang chaud giclant sur le poignet de Kane, qui sent la texture granuleuse du cœur perforé sous la pression, un spasme final qui lui arrache un haut-le-cœur de dégoût primal. Le dépôt est à eux, les 10 derniers défenseurs abattus ou fuyant dans les bois, leurs silhouettes fantomatiques avalées par la fumée, et Kane s'effondre contre un baril, son corps entier secoué de tremblements incontrôlables, l'adrénaline se retirant comme une marée basse, laissant un vide abyssal, ses muscles hurlant de crampes, ses oreilles bourdonnantes du silence relatif qui suit le dernier coup de feu, un vide assourdissant, seulement brisé par les gémissements de Ramirez qui agonise, ses yeux vitreux fixant le ciel gris, murmurant « Madre de Dios, casa », avant que la vie ne quitte son regard dans un râle humide. Le silence s'installe comme une chape de plomb, pesant sur les épaules des survivants, 8 hommes valides sur 22. Jenkins pensait sommairement avec des compresses souillées, Murphy fumant une Lucky Strike d'une main tremblante, le tabac amer emplissant sa bouche d'un goût de victoire creuse, l'air encore chargé de la puanteur du fuel brûlé qui imprègne leurs vêtements, leurs cheveux, leur peau, une odeur qui ne partira jamais, tatouée dans leur pores comme un stigmate éternel. Et Kane inspecte les cuves, ses bottes pataugeant dans des flaques d'hydrocarbures irisés qui reflètent les flammes lointaines, des millions de litres confirmés par les étiquettes peintes en gothique. Kraftstoff Reserve, Schwarzheidewerke, la dernière bouffée d'espoir du haut commandement nazi, produite dans l'usine souterraine bombardée 100 fois, mais toujours fonctionnelle jusqu'à hier. Et il réalise dans un flash d'horreur éclairé que sans cela, les armées de l'Ouest allemand sont mortes. Panzer-division clouées au sol, Luftwaffe à terre, une révélation qui monte de ses tripes comme une nausée. Car ces stocks massifs ne sont pas une abondance, mais la preuve accablante du désespoir. Tout ce qui reste après les raids des B-17 et les avancées soviétiques qui ont pris Ploiesti et les gisements de Silésie. Les renforts arrivent enfin. Un peloton du génie avec des bulldozers M4 et des Jeeps Willys, leurs moteurs vibrant à travers les os fatigués de Kane qui s'assoit sur un bidon vide, sentant le froid du métal s'infiltrer dans ses fesses engourdies, et le major Harlan, commandant de compagnie, lui serre l'épaule d'une main ferme mais compatissante. « Beau boulot, lieutenant, ça change tout. Hitler n'a plus 1 litre pour ses panzers. » Mais Kane ne répond pas, perdu dans le vide, revoyant le visage de Ramirez figé dans la mort, la morale le rongeant comme un acide, se demandant si ces millions de litres valent
les 8 tombes à creuser dans la boue. Le poids écrasant de la survie qui écrase plus que la mort elle-même. À Berlin, dans le Führerbunker sous la chancellerie du Reich, 24 avril 1945, 18h45, l'air vicié et lourd d'une humidité souterraine imprégné d'odeurs de moisie, de sueur rance et de papier brûlé, Adolf Hitler, silhouette voûtée, drapée dans un uniforme gris trop large pour son corps émacié, ravagé par le Parkinson et les amphétamines, arpente la salle de situation aux murs de béton suintant, ses bottes claquant sur le dallage froid avec une régularité spasmodique, ses yeux injectés de sang fixés sur la carte géante de l'Allemagne agonisante, punaisés de flèches rouges alliées qui convergent comme des vautours sur les restes du Troisième Reich, et le général Alfred Jodl, chef d'état-major au KW, entre d'un pas lourd, son visage blafard creusé par l'insomnie, tenant un télégramme chiffé arraché au réseau Würfach Munitions en ruine, Mein Führer, rapport urgent de la 9e armée, Schwarzheide tombé intact aux Américains, 120 000 tonnes de J-1 synthétique capturées, aucune destruction possible, nos panzergrenadiers submergés par une compagnie d'infanterie US malgré ordre de Kampfgruppe. Et Hitler s'arrête net, son poing tremblant, s'abattant sur la table de chêne qui vibre sous l'impact, renversant une lampe à acétylène dont la flamme danse follement, projetant des ombres monstrueuses sur les visages pétrifiés du général Krebs, du Speer et du Bormann tapis dans l'ombre, l'air se chargeant instantanément d'une tension électrique palpable, comme avant un orage souterrain. Vous sentez le monde basculer dans cet instant, le cœur de Hitler cognant avec une violence qui fait saillir les veines de son cou, une nausée acide remontant de son estomac ulcéreux, nourri de pilules de pervitin et de discours enflammés. Car Schwarzheide n'était pas un dépôt ordinaire, mais le cœur logistique de l'offensive finale fantasmée contre les bolcheviks. Le carburant dernier recours pour les 500 Tiger et Panthers de la garde blindée. Maintenant condamné à rouiller sur place, moteur sec comme des os blanchis, et il hurle, sa voix rauque éraillée par des années de rage inassouvies. Verrat! Trahison partout! Ces chiens de modèle n'ont pas tenu 1 heure. Les stocks massifs. Tout perdu. L'effort de guerre. Caput! Les mots se brisant en sanglots convulsifs qui secouent de ses épaules frêles, tandis que Jodl baisse les yeux, sentant la chaleur moite de la peur couler le long de son échine, sachant que cette perte révèle l'effondrement total, plus 1 litre pour les ME 262 qui jonchent les pistes de Tempelhof, plus de mobilité pour les 18e armées acculées à l'Elbe. Une chaîne domino qui s'effondre dans un silence assourdissant, ponctué seulement par le tic-tac infernal de l'horloge murale marquant les minutes vers la fin. Hitler s'effondre dans son fauteuil de cuir craquelé, ses mains tremblantes, agrippant les accoudoirs comme un noyé sa planche, le poids de la révélation, l'écrasant plus sûrement que les bombes des Lancaster, car ces stocks capturés ne sont pas une perte isolée, mais la confession brutale de l'impuissance stratégique. L'Allemagne nazie vidée de son sang noir, ses armées réduites à des fantômes pédestres, harcelées par les Sherman, roulant sur du fuel volé. Et Speer, le ministre aux yeux caves, murmure d'une voix atone. Mein Führer, sans carburant. La Wehrmacht est paralysée. Les usines de la Ruhr sont aux mains des Anglais depuis Dortmund, Leuna rasé, c'est la fin des Panzerdivisions, provoquant un nouveau hurlement primal de Hitler qui bondit, renversant la carte qui s'étale au sol comme un suaire froissé, ses doigts crochus pointés vers l'est, où Zhukov avance inexorablement. Chaque kilomètre conquis sur des jambes infatigables, pendant que les siens titubent, assoiffés de essence, et dans ce bunker étouffant, l'air se fait irrespirable, chargé de la sueur aigre des officiers qui sentent la mort rôder non plus au front, mais ici, sous terre, où les décisions passées pèsent comme des enclumes, Hitler fixant le vide, son esprit fracturé par la morphine injectée par son médecin Morel,
revoyant en flash les champs pétrolifères de Bakou inaccessibles, les raids sur Ploesti qui ont incendié ses rêves de blitzkrieg éternel, et le silence s'étire, lourd, insoutenable, seulement brisé par le grondement distant des V2 lancés en vain sur Londres, des feux d'artifice inutiles dans la nuit finale. De retour à Schwarzheide, la nuit tombe comme un linceul noir. 24 avril 1945, 21h30, le froid s'intensifiant en un vent hurlant qui fouette les visages barbouillés de suie des hommes de Kane, assis en cercle autour d'un feu de fortune alimenté par des caisses de munitions allemandes vides, les flammes crépitant et projetant des lueurs dansantes sur les cuves sentinelles qui se dressent comme des totems d'une guerre mourante. Et Kane, une ration C entamée sur les genoux, mâche mécaniquement du jambon en boîte au goût de carton mouillé, son esprit hanté par les fantômes du peloton, Ramirez enterré sommairement sous une croix de fortune taillée dans une pale d'hélico Orsa abandonnée, Jenkins gémissant dans son sommeil fiévreux, enveloppé dans une couverture allemande saucisson de sang séché, et la radio du Jeep grésille enfin, la voix du colonel depuis le CP divisionnaire. Able 2, confirmation. Vos stocks sont les plus gros saisis à ce jour, 120 000 tonnes, équivalent à 3 mois de Panzer offensive. Ça scelle leur sort. Plus de carburant pour la contre-attaque Est. Rapport direct au Chaef. Bien joué, Kane. Mais ces mots ne soulagent pas le serrement dans la poitrine de Kane. Au contraire, ils amplifient le vide, la réalisation brutale que leur sacrifice microscopique a précipité l'avalanche. Des millions de litres statiques maintenant sous garde US, des camions GMC roulant déjà pour les évacuer vers Anvers, tandis que les Fritz à l'Est rationnent leurs dernières gouttes pour des Volkswagen Kübelwagen qui toussent misérablement. Et Kane allume une camelle, la fumée âcre emplissant ses poumons endoloris, fixant les étoiles froides à travers la fumée persistante du dépôt, sentant le poids irréversible de l'histoire s'inscrire dans sa chair épuisée. Chaque muscle protestant contre le simple fait de respirer. La peur mutée en une fatigue cosmique qui écrase l'âme. Et dans ce calme post-bataille, le monde semble suspendu. Les échos lointains d'artillerie soviétique rappelant que la guerre grignote encore, insatiable. Mais ici, à Schwarzheide, un chapitre se ferme dans le silence des cuves vides d'espoir ennemi. Hitler, dans le bunker, refuse de dormir. Ses nuits hachées par des cauchemars de tanks immobiles, broyés sous les chenilles T-34. 25 avril 1945, 3h12, la salle de conférence, baignant dans la lueur jaunâtre des ampoules nues qui bourdonnent comme des mouches agonisantes, et il dicte à une sténographe éreintée un ordre du jour furieux aux généraux félons. Schwarzheide, perdu par lâcheté. Tous les dépôts doivent sauter, scorched earth absolu, ou cour martiale. Le carburant est le sang du Reich. Sans lui, pas de victoire finale. Mais sa voix chevrotte, trahissant la fracture intérieure, car Jodl, revenu avec des cartes actualisées, confirme l'horreur. Les Anglais ont pris les raffineries de Gelsenkirchen, les Américains le complexe de Castrop-Rauxel, chaque capture drainant le peu restant dans les soutes alliées, les derniers Ju 88 cloués au sol faute d'essence aviation, la Luftwaffe réduite à des Fokker biplans, Volksjäger ridicule, et Hitler s'agite, renversant un verre de thé qui se répand en flaques sombres sur le sol, ses bottes piétinant le liquide froid avec des gestes saccadés. La panique morale le dévorant, ce conflit intérieur entre le fureur invincible des mythes et l'homme brisé face à l'effondrement concret, palpable, mesuré en litres perdus. Et Bormann murmure des poisons contre les généraux, mais même lui sent le vent tourner. L'air du bunker chargé d'une résignation lourde comme le plomb des balles non tirées, tandis que dehors, Berlin tremble sous les premiers tirs des canons lourds de Zhukov. Chaque obus, un rappel que le carburant absent scelle les portes. À Schwarzheide, l'aube du 25 avril se lève pâle et laiteuse, un brouillard épais engloutissant les cuves comme un linceul.
Kane et ses hommes, chargeant les derniers barils sur des remorques M26, Dragon Wagon tractées par des Mackinac, le métal grinçant sous l'effort, les cordes de chanvre mordant les paumes calleuses, chaque levage un supplice pour les dos rompus, et Kane supervise son M1 en bandoulière, sentant la chaleur du soleil naissant lutter vainement contre le froid résiduel qui raidit ses articulations, la peur remplacée par une apathie engourdissante, des flashs de Ramirez revenant en boucle, son dernier regard implorant, la question morale lancinante. Valait-il la peine, ce pétrole noir qui coule maintenant pour les Alliés vers l'ouest, alimentant l'avance qui écrasera Berlin dans des semaines? Les moteurs rugissent enfin, un convoi serpentant sur la route défoncée vers l'Elbe, poussière et boue soulevées en nuages ocres, et Kane monte dans le jeep de tête, le vent fouettant son visage, portant avec lui l'odeur persistante du fuel qui marque sa peau pour toujours. Un tatouage invisible de la victoire pyrrhique, tandis que le dépôt vide se dresse derrière, squelette rouillé d'un empire privé de sang, et dans le silence relatif du convoi, il ferme les yeux, laissant la fatigue l'engloutir, le poids de l'irréversible s'installant comme une compagne éternelle. Dans le bunker, 25 avril 1945, 14h07, Hitler reçoit le télégramme final sur Schwarzheide. Évacuation complète par l'ennemi, aucune charge explosive activée, stocks intégraux perdus. Et il s'effondre à nouveau, non en rage, mais en un silence brisé seulement par des sanglots étouffés, ses mains couvrant son visage ravagé, sentant pour la première fois le froid inexorable de la défaite stratégique s'infiltrer dans ses os. Le Reich sans carburant n'étant plus qu'une carcasse immobile, attendant le charnier final. L'air du bunker s'alourdissant d'un deuil muet, les généraux échangeant des regards hantés, le tic-tac de l'horloge scandant les derniers instants d'un monde en cendres, et dehors, les canons tonnent plus près, le sol vibrant d'une promesse de fin lente, inéluctable. Le convoi franchit l'Elbe le 27 avril. Pont Bailey brinque-ballant sous les chenilles des Dragon Wagons, l'eau gonflée par les pluies printanières claquant contre les pilotis comme un avertissement divin. Kane, au poste de commandement improvisé, carte froissée sur les genoux, radio crachotant les ordres du Chaef. Priorité absolue au carburant, redistribution immédiate au Sherman de la 9e armée. Et les moteurs halettent dans la brume matinale, phares perçant à peine le voile laiteux où flottent encore les échos des combats récents, corps flottants anonymes cognant les berges, Ramirez parmi eux peut-être, ou dissous dans la vase, et Kane avale sa bile, le goût âcre de la victoire se muant en cendres, tandis que les premiers bidons sont déchargés vers les dépôts alliés, flux noirs salvateurs alimentant les chars qui, dans l'heure, rouleront vers l'est, boucliers d'acier protégeant l'assaut final, et au loin, les salves de l'artillerie soviétique perçant l'horizon, un tonnerre fraternel scellant l'encerclement de Berlin, Kane allumant une Lucky Strike, la fumée dansant dans le vent froid du fleuve, tatouage oléagineux persistant sur ses mains, marque d'un monde rééquilibré par le sang et le feu, le dépôt de Schwarzheide n'étant plus qu'un point sur la carte, effacé par la marée victorieuse. Sur le front de l'Oder, 28 avril 1945, 09h22, le général Weidling, barricadé dans son PC de fortune près de Tempelhof, fixe le rapport du dernier Panzerdivision. Réserve carburant épuisée à 100%. Immobilisation totale des Tiger et Panthers. Position tenue à pied face à l'assaut des T-34. Et il écrase son mégot dans la boue, visage creusé par l'insomnie, sentant le sol trembler sous les katyushas qui labourent les lignes, ces hommes, ombre hâve aux yeux caves, creusant des trous dans le béton pulvérisé, munitions rationnées à l'extrême, faim rongeant les ventres comme un ver intérieur, le ciel zébré de traînées noires où s'écrasent les îles de Sturmovik, et Weidling murmure une prière païenne à un Führer qu'il sait déjà fantôme,
Le silence radio du bunker confirmant l'abandon, l'air saturé d'odeurs de cordite et de chair calcinée, chaque explosion un clou dans le cercueil du millénaire, tandis que les premiers Ivan percent les failles, baïonnettes luisantes, cris slaves vengeurs portés par le vent Est, et Weidling ordonne la contre-attaque suicidaire, sachant que sans Schwarzheide, sans ce sang noir volé par l'ennemi, le Reich n'est plus qu'un colosse aux pieds d'argile, s'effondrant dans la poussière ocre de sa propre illusion, le tic-tac des montres captives, scandant l'approche inexorable du zéro heure finale. Dans le Führer Bunker, 28 avril 1945, 14h37, Adolf Hitler, ombre voûtée aux yeux injectés de belladone, arpente le béton suintant de la carte stratégique, où des épingles rouges saignent comme des plaies ouvertes sur le périmètre de Berlin, le rapport de Weidling claquant sur la table tel un verdict divin. Schwarzheide saboté, carburant détourné vers l'ouest, Panzer bloqué, Ivan aux portes de Tempelhof. Et il frappe du poing déformé, les veines saillantes comme des câbles rompus, hurlements rauques déchirant l'air confiné, chargés de relents de sueur aigre et de papier moisi, tandis que Bormann, spectre aux lunettes fendillées, murmure des chiffres funèbres. 0 litre, 0 mouvement, 0 espoir. Eva Braun immobile dans son coin, rouge à lèvres écarlates, comme une balafre sur son masque de cire, feuilletant un album de photos jaunies, où Munich 1923 sourit encore, ignorant les ondes de choc des obus qui font pleuvoir la poussière des voûtes, gouttes de plâtre mimant des larmes sur les portraits jaunis du Volk, et Hitler, pivotant vers la map monde, désigne l'Ouest d'un doigt tremblant. Trahison. Les Anglais, les traîtres de l'Ouest ont volé notre sang noir. Delusion fiévreuse, tissant des toiles d'araignée autour de la Wunderwaffen promise. V3 fantôme, Me 262 cloués au sol sans essence. Le tic-tac des horloges captives rythmant l'agonie. Tandis qu'au-dessus, dans les rues fantômes de la Wilhelmstrasse, les premiers T-34 vrombissent, chenilles broyant les gravats et les corps inertes. Hurlements des SS déchaînés se mêlant aux psaumes slaves des assaillants. Baïonnettes rougies, fouillant les caves où se terrent les Volkssturm hagards. Gamins aux casques trop grands serrant des Panzerfaust comme des croix sacrificielles, et dans le bunker, le Messie du millénaire ordonne l'impossible. Contre-attaque depuis l'aéroport, tous les avions au décollage. Voix brisée, écho d'un délire qui s'effrite. Le sol vibrant sous les katyushas fraternelles, chaque détonation un marteau pilonnant le mythe. Schwarzheide n'étant plus qu'un fantôme ricanant dans la brume de la défaite, le Reich s'effondrant en spirale, cendres du troisième dispersées par le vent de l'Est, tandis que Kane, loin sur la berge de l'Oder, recharge son Thompson, yeux plissés vers l'horizon embrasé, sentant le goût métallique du triomphe sur sa langue, le monde neuf naissant des ruines fumantes.